On a parlé de c'est quoi un mandataire. Mais et si on regardait maintenant, les amis, ce serait quoi donc une société d'État? Alors ici, les amis, il faut préciser que dans le terme société d'État, c'est un peu une sorte de fourre-tout où on retrouve au moins trois catégories. Vous avez des sociétés commerciales, vous avez des établissements publics et vous avez des services publics. Société commerciale, établissement public, service public. Et je vais par exemple vous donner un exemple de société commerciale. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une société commerciale selon la loi qui établit, c'est le décret qui établit le décret d'avril 2009 établissant la liste des entreprises publiques. C'est quoi, comment il définit une société commerciale? Les amis, une société commerciale, dans ce décret que vous pourrez retrouver et que je vous mettrai en description de la vidéo, constitue les entreprises publiques du secteur marchand. Entendez par marchand secteur commercial, secteur lucratif, secteur concurrentiel, secteur marchand, c'est-à-dire une entreprise commerciale, là où on recherche du profit, là où on met des stratégies, des intelligences pour battre ses concurrents et gagner, rechercher du profit, renvoyer les bénéfices à nous et à nos actionnaires, et en l'occurrence ici à l'État. Ainsi que vous avez des entreprises de l'État dans beaucoup de pays qui se respectent, qui sont très lucratives et qui n'en ont pas honte. Parce que c'est l'État qui choisit les meilleurs, qui les mandate pour que ces meilleurs conjuguent leurs intelligences et qu'ils aillent nager dans les eaux compliquées du commerce avec évidemment le soutien de l'État, parce que chaque État encourage ses fleurons. Mais quand ces fleurons vont nager dans les eaux très concurrentielles, dans les eaux très concurrentielles du commerce, qu'il soit local ou international, elles émergent. Quand elles gagnent, c'est l'État qui gagne. Mais notre État, franchement, il a tout intérêt à aimer ça. Surtout que c'est lui-même qui l'a défini. Les entreprises publiques du secteur marchand, entendez par là le commerce lucratif concurrentiel. Je vous donne un exemple d'une entreprise d'État dans le secteur marchand, c'est-à-dire commercial, les amis. La GECAMINE, pour ce qui est des mines. C'est une entreprise stratégique. C'est une entreprise qui a de la concurrence à travers le monde. Donc, ce n'est pas une entreprise que si vous êtes un État qui veut vraiment prospérer, vous donnerez à n'importe qui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Prenez par exemple dans le secteur de l'énergie, la régie des eaux. Pareil, c'est concurrentiel. Regardez, c'est des secteurs qui sont en train de se libéraliser à travers le monde. Regardez la SNEL, par exemple. La SNEL, par exemple, la Société nationale d'électricité, le secteur de l'électricité, avec tout ce qu'il représente comme enjeu de développement dans notre pays. Alors que notre pays n'a qu'une desserte en eau potable, pardon, en électricité de 11 ou 13% à l'échelle nationale. Dans les villages, c'est 1%, parfois c'est 0%. Lorsque la desserte en eau potable est ce qu'elle est dans notre pays, est-ce que vous imaginez qu'être directeur général, être président du conseil d'administration ou être mandataire de tel ou tel autre ordre à la régie des eaux, vous imaginez que c'est un job facile, les amis? Vous pensez vraiment que c'est un job facile? Vous pensez vraiment que si vous, vous aviez le choix, vous confierez ce job-là à n'importe qui? C'est juste pour vous mettre en perspective les enjeux, chers amis. D'accord? Regardez par exemple dans le secteur de l'industrie. Vous avez la société sidérurgique de Maluku. Regardez dans les transports. Vous avez l'Office national des transports. Vous avez la RVA. Vous avez la SCTP, donc la Société nationale des transports, SCTP, SCPTC, Poste Télécommunications, SCTP, c'est Transport, Société nationale des transports. Les sociétés de chemin de fer, comme la SNCC, surtout dans le Grand Katanga, vous connaissez. Regardez par exemple dans le secteur des télécommunications, vous avez des sociétés comme la SCPT, justement, la Société congolaise des postes et télécommunications. Lorsque vous regardez effectivement comment
les postes et les télécommunications constituent un enjeu stratégique, un enjeu absolument stratégique de développement pour un peuple. Est-ce que vous imaginez qu'être directeur général, qu'être président du conseil d'administration, qu'être responsable haut placé dans une société comme la Société congolaise des postes et télécommunications, ça vous paraît un travail facile, vous? Donc moi, si j'étais vous, je serais très curieux de savoir déjà qui occupe ces postes, comment je peux les assister si j'en ai les compétences, et surtout comment faire que eux y réussissent. Parce que franchement, ce pas des postes faciles que je suis en train de citer ici. Alors, dans les entreprises, établissements publics, donc j'ai parlé des entreprises commerciales. Je veux aussi vous parler d'une deuxième catégorie dans ce qu'on appelle les entreprises de l'État. Vous y retrouvez les établissements publics, les amis. Avant de parler des établissements publics, je vais voir les commentaires rapidement. Bonjour Marius Mavungu, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, tu es le bienvenu. Merci beaucoup. Si vous êtes là, faites un petit coucou, j'aimerais vous voir. Alors, je vois quelques cœurs bleus. Merci infiniment à tous ceux qui ont pris le temps de participer à à ce live. Je vais juste voir s'il y a peut-être un commentaire que je vais vous lire. Rappelez-vous, les amis, nous la voulons interactive, cette séance. Nous les voulons interactifs, ces lives. Donc, voilà, je vois. Merci, merci, bonjour, bienvenue, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, ceux qui nous rejoignent. Voilà, dites-nous ce que vous pensez de ce live, dites-nous, donnez-nous vos commentaires. Je suis à votre disposition. Surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous. Envoyez-moi un like, mais allez sur la chaîne YouTube aussi. Abonnez-vous sur la chaîne et retrouvez tous les autres lives, tous les autres replays que je vous ai archivés dessus, ainsi que tous les petits résumés. Je vais continuer, les amis, en parlant de la deuxième catégorie d'entreprises qui constitue ce sac qu'on appelle entreprise de l'État. Eh bien, il s'agit d'établissements publics. Écoutez ce que la loi congolaise dit des établissements publics, les amis. Les établissements publics, c'est ces entreprises publiques dont les activités sont soit non lucratives et non concurrentielles, contrairement aux entreprises publiques, commerciales dont je venais de parler. Les établissements publics, c'est des établissements dont les activités sont non lucratives ou concurrentielles, soit le prolongement de celles de l'administration publique, soit bénéficiant d'une parafiscalité et qui poursuivent une mission d'intérêt général. D'intérêt général. Est-ce que vous comprenez ça, les amis? Entreprises publiques, ce n'est pas des entreprises commerciales, ces établissements publics. Entreprises commerciales, on a vu recherche du profit, on a vu concurrence, on a vu c'est à but lucratif. Mais les établissements publics, là, on parle d'entreprises dont les activités sont non lucratives, non concurrentielles. Soit le prolongement de l'administration publique, donc qui offre un service que l'État leur mandate pour pour être un prolongement d'un service que l'État offre. Ou alors bénéficiant d'une certaine parafiscalité et qui poursuivent une mission d'intérêt général. Dans ces entreprises, par exemple, on va trouver dans le secteur de l'agriculture l'Office national du café. On va par exemple trouver dans le secteur des transports des entreprises euh, euh, comme la Régie des voies fluviales. Je pense que les anciennes entreprises comme City Train étaient dedans, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut y trouver les entreprises de transport comme les entreprises de transport actuelles qui ont remplacé la défunte City Train. Voilà un peu à quoi. Et quand vous voyez, quand vous prenez, le nom m'échappe, rappelez-moi notre entreprise de transport actuelle, allez, je sais pas, j'ai un blanc, j'ai un trou. Rappelez-moi ça en commentaire. Mais quand vous prenez le bus, vous voyez que la ligne, c'est quoi? C'est 500 francs, c'est 1000 francs. C'est vraiment tarif minimum. Ce pas des entreprises qui sont là pour, avant tout, faire du profit. C'est des entreprises
fortement subventionnés par l'État et ce que nous, on paye, ce que vous payez, les 500 francs là pour la course, c'est franchement pour l'entretien et pour que l'entreprise soit à peine autonome financièrement. Mais pour la plupart, ce pas des entreprises qui sont à but lucratif et donc qui sont très fortement subventionnées par l'État. Regardez dans la communication, par exemple, vous avez des entreprises comme l'Agence congolaise de presse, ACP, ou même encore la RTNC. Dans le secteur financier, vous avez des entreprises comme la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, etc., etc. Ça, c'est vous donner une idée de ce que constituent des entreprises, comment je les appelais, des établissements publics. Mais une troisième catégorie de ces entreprises d'État, c'est des services publics dont la mission n'est pas très différente. Il y a des nuances, mais elle n'est pas très différente des établissements publics. Les services publics, c'est par exemple, vous allez retrouver dans le secteur financier l'OGDEP, l'Office de gestion de la dette publique. C'est un organisme, c'est un organe qui n'est pas à but lucratif, c'est pas Ernst Young qui va vous faire un rapport et le vendre et vous le vendre à prix d'or. C'est pas Gartner, c'est pas McKinsey. Mais c'est des hommes tout aussi compétents et des femmes tout aussi compétents qui font un travail, qui observent, qui servent d'observatoire pour un, un aspect de la vie congolaise, surtout dans les finances qui sont leur domaine, et qui vous sortent par exemple un rapport comme ceux qui sortent de temps en temps sur les dépassements budgétaires. Ainsi, nous, on va s'en saisir, les observateurs, vous et moi, on va dire, oh, telle institution a eu un dépassement de 140%, telle institution a eu un dépassement de 50%. C'est eux qui font ce travail-là. Mais en général, ils ne nous vendent pas ce rapport-là. C'est un service public, forcément qui sont subventionnés par les fonds de l'État, mais ils ne nous vendent pas comme un consultant privé le ferait pour me dire, donne-moi autant, je vais te faire une étude pour te faire ressortir certains éléments que tu recherches. Non, eux, ils offrent un service public. Est-ce que lorsque vous voyez ces trois distinctions, société commerciale, établissement public, service public, vous ne trouvez pas qu'il y en a qui pourraient passablement se prêter au jeu de nomination, je ne sais pas moi, de confiance ou d'équilibre en reconnaissance à notre diversité, qui est réelle, mais qu'il y en a d'autres, par contre, que il ne faut pratiquement pas jouer avec. Parce que la compétitivité de notre nation en dépend. Dites-moi ce que vous en pensez déjà. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci Patrick Chamba. Je vois quels sont les facteurs de faillite des entreprises publiques en RDC. Ben, c'est un peu de ça dont nous sommes en train de parler là. Merci pour ton commentaire déjà. J'apprécie, prof. Quels sont les facteurs de la faillite des entreprises publiques en RDC? Mais on vient d'en parler. Un de ces facteurs-là, népotisme, clientélisme politique. Je venais de vous citer cette citation il y a une dizaine de minutes, cette citation d'un des membres de la société civile qui disait aujourd'hui, notre problème, c'est que on confond nomination technique, nomination, c'était quoi? Allez, je vais vous lire carrément la citation pour tout à fait être exact, vu que je suis en train de citer. On confond le mandat public et le mandat politique. Voilà. Voilà le problème. Voilà où il est. Évidemment, il ne faut pas écarter le fait que la plupart de ces mandataires arrivent dans des entreprises tellement exsangues, tellement mal gérées avant eux, que eux, en général, ils ne sont que des brebis sacrificielles qui sont là pour soit se retrouver ou s'enrichir personnellement, mais continuer à vraiment enterrer la boîte, ou alors, s'ils veulent la redresser, mais il faudra un effort, il faudra une intelligence héroïque. D'où je disais en début de live, je disais, pour moi, aujourd'hui, être nommé dans une entreprise publique congolaise n'est pas un cadeau. Ça peut sonner comme un cadeau, ça peut être très flatteur parce que le président de la République prenne son stylo pour signer à côté de ton nom et te nommer, mais quel honneur! C'est ce que tu dois garder. Tu dois en parler à tes enfants qui devraient en parler à leurs enfants. C'est un honneur. Et dans tous les pays, c'est un honneur. Mais quelle responsabilité, mon Dieu!
quel travail! Je vous ai cité ici quelques entreprises pêle-mêle. Il y a des entreprises, on te nomme aujourd'hui, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu trouves des impayés de 20 ans. Comment tu fais tu trouves des gens qui ne veulent pas aller à la retraite parce que l'entreprise leur doit 20 ans de salaire. Et toi, tu as une mission révolutionnaire, restauratrice, tu dois les rendre plus compétitifs avec autant, entre guillemets, de bois morts. Pardon de parler de mes parents comme des bois morts, mais j'en parle pour vous faire voir l'atrocité et la cruauté de la situation. Ils sont des bois morts parce que pour la plupart, ils ne sont plus en état physique et intellectuel de contribuer, mais par pure lâcheté, méchanceté de notre État, ils ont été négligés. Parce que ceux qui aujourd'hui nous appelons les bois morts, c'est eux qui ont géré ce pays-là pendant des années, pendant que nous, on n'était pas nés, pendant que nous, on naissait. Si on connaît aujourd'hui certaines de ces entreprises, c'est parce que eux, ils ont gardé la baraque. Alors aujourd'hui, si moi, jeune, on me nomme pour essayer de restaurer, mais c'est des décisions, il n'y a que des décisions difficiles à prendre. Il n'y a que des coups à prendre. Mais c'est à ça que ça rime aussi le développement. Donc il faut d'une part qu'on sache les laisser partir en toute dignité et d'autre part qu'on sache être intransigeant pour dire attention, nous sommes la risée du monde. Tout le monde nous fait la guerre parce que tout le monde a compris que notre État est faible. Tout le monde nous attaque, tout le monde vient nous se servir chez nous. Notre souveraineté est en lambeaux et donc il n'y aura pas d'état d'âme. On va envoyer ceux qui doivent aller à la retraite et ici on va restructurer. Si c'est une entreprise commerciale, on va la gérer comme une entreprise commerciale. C'est-à-dire, les embauches vont se faire par rapport aux besoins. Les embauches vont se faire par rapport au budget. On aura des dépenses, on aura des recettes, on aura des objectifs et on va les traiter comme tels. Quand les objectifs ne sont pas atteints, les équipes qui sont à la tête doivent laisser la place à ceux qui ont de meilleures idées. On va avoir ce type de rigueur, même si dans tous les pays, les entreprises de l'État, il y a toujours un peu, je dis bien un peu de considération un peu large pour un certain équilibre, parce qu'une entreprise d'État, qu'on le veuille ou non, elle devrait quand même refléter la multitude, la mixité, la diversité d'un pays. Donc, là où, par exemple, moi, si j'ouvre une entreprise privée et que ça me tente de n'engager que, je sais pas moi, des Sud-Africains et de m'en tenir à un minimum de Congolais parce que, franchement, j'opère dans un aspect où il n'y aura pas de Congolais compétents avant 6 mois, avant 9 mois, avant 2 ans. Je dis n'importe quoi. Là, je suis une entreprise privée. C'est des fonds, c'est des capitaux privés. Mais lorsqu'on a une entreprise publique, c'est-à-dire que l'on opère sur base de fonds publics, ben on est tenu à certains aménagements. On va dire, allez, on va tenir à une certaine représentativité ethnique, parce qu'on est une grande mosaïque d'ethnie. Ce ne serait pas bon à long terme, à moyen terme, pour la cohésion sociale s'il n'y a qu'une certaine ethnie qui est représentée. Ça, c'est des considérations tout à fait normales. Un pays qui a la diversité qui est la nôtre, l'ignorer serait faire preuve de faute grave. Il faut que l'on comprenne ça. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons être capables de faire la part des choses entre ces services sociaux où on peut passablement mettre et les former sur n'importe qui, entre guillemets n'importe qui, et les former sur l'État, et des services critiques où on te dit attention, on doit compétir. On parle de transformation numérique, on parle de transformation digitale, on parle du virage de l'écologie, on parle des minerais stratégiques. Pas question d'avoir des gens qui ne comprennent pas ces enjeux à l'échelle internationale dans notre pays. Ceux qui sont volontaires et qui veulent servir leur pays, on les mettra dans les services sociaux où ils auront distribué l'aide sociale qui reste un un pan très capital de notre société et dont on parle très peu et dont il faudra qu'on commence à en parler parce que ça n'est pas séparé des technologies et du développement et des souverains. Comment on traite nos vieux? Mais pas de tâtonnement dans les entreprises qui se doivent d'être compétitives. Et qu'est-ce que prévoit la loi dans notre pays en matière de mandataires des entreprises publiques? Les amis, vous savez que notre Constitution, en son article 81, dispose, et je vous ai tiré ce paragraphe, que je vous lis très rapidement, sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le président de la République nomme,
relèvent de leurs fonctions et, le cas échéant, révoquent sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres. Les responsables des services et établissements publics, les mandataires de l'État et dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires aux comptes. Les ordonnances du président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le Premier ministre. C'est ce que notre loi dit, c'est ce que notre loi mère dit. Alors, on peut constater que nulle part, le constituant ici ne subordonne la nomination des mandataires de l'État dans les entreprises et organismes publics à un arrangement politique de quelque autre nature. Ce n'est pas ce que la Constitution vient de dire dans le paragraphe de l'article 81 que je viens de vous lire. Voyez-vous? Donc, ne pas suivre ça, ce serait une violation flagrante. Et c'est ce que la société civile aussi, quelque part, je les cite et je vous le mets en référence, dit. Ils ne disent pas autre chose. Mais au-delà de la Constitution, il y a une loi qui précise les conditions à respecter pour être nommé en tant que mandataire dans une entreprise publique dans notre pays. Et parmi les conditions, j'ai été très intéressé parce que c'est bien de dire qui pourrait et qui ne pourrait pas. Mais les amis, regardons un peu ce que ces articles qui complètent, ces lois qui complètent la Constitution, notamment donc cette loi de juillet 2008 qui complète la Constitution. Qu'est-ce qu'ils disent, tous ces éléments de loi qui complètent la Constitution? Un, être de nationalité congolaise. Je vous le disais, y compris ces gens que vous voyez lancer des cailloux, ils sont des Congolais. S'ils sont des Congolais, ils y sont ayant droit. C'est leur pays. Deux, avoir l'âge minimum de 25 ans. Trois, être de bonne moralité. C'est là que ça commence à devenir un peu boueux, un peu vaseux, les amis. Bonne moralité. Est-ce que nos baromètres déjà de moralité, ils fonctionnent? Est-ce que notre moralité de la vie publique, elle fonctionne comme elle devrait? Est-ce que nous avons une société qui est vraiment calibrée pour éloigner momentanément de la vie publique ceux qui sont déterminés comme faisant faute de bonne moralité? Est-ce que ce que nous voyons nous encourage à croire de telles lois? 4. Jouir des capacités intellectuelles, techniques et professionnelles ou d'une expérience confirmée en matière de gestion dans le secteur d'activité concerné. On y vient, les amis, en matière de gestion, surtout dans les entreprises à caractère commercial, mais même dans les entreprises sociales, les amis. Comment vous attendez un rendement soudain de quelqu'un qui n'a jamais géré dans le domaine où vous le nommez ou où vous lui donnez une certaine responsabilité? On va dire que oui, il va bien s'entourer. Je veux bien, mais moi je pense que la responsabilité devrait nous mener à faire confiance à des professionnels de terrain, quitte à s'entourer de professionnels généralistes, ça existe partout. Parce qu'un leader, ça s'entoure bien. Mais il ne faut pas que nommer des gens qui n'ont rien à voir avec un sujet soit plutôt la règle et puis l'exception soit les gens qui sont compétents dans le sujet. Sous prétexte que oui, de toute façon, un chef, il aura toujours des conseillers. C'est pour ça que nous avons cette généralisation de tous les cabinets possibles où il y a pas moins de 20 conseillers. Et tout ce que ça fait, c'est que ça constipe la machine nationale. Parce que si partout, on doit avoir des gens qui ne sont pas compétents, qui ne connaissent pas le domaine, sur le principe ou sous prétexte qu'ils vont bien s'entourer. Et donc, ils ont un conseiller pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire comme travail, un conseiller pour leur expliquer deux conseillers pour leur expliquer à quoi consiste leur travail de tous les jours, trois conseillers pour leur expliquer quand une réunion vient de se passer et qui n'ont rien compris de ce qui a été dit, des conseillers payés grassement aux frais de l'État qui doivent leur dire, voilà ce qu'on vient de dire. Non. Épargnons-nous les frais. Ayons au moins des gens compétents qui peuvent aussi s'entourer de gens compétents, quitte à parfois faire appel à des personnes, peut-être qui n'ont jamais géré ce secteur-là, mais qui ont un tel bagage d'expérience pour dire, voilà, toi, à ce jour, tu n'as géré que dans le numérique, dans les mines et dans je sais quel domaine, mais au regard de tout ce parcours et vu certaines conditions plutôt particulières, nous allons te faire confiance dans un job
dans un job qui a trait à, je sais pas moi, la santé. Évidemment que vous le sortez de sa zone de confort, mais son expérience, son vécu, sa maturité pourrait peut-être venir aider, quitte à se faire entourer des personnes qui connaissent ce domaine-là. Et à titre exceptionnel, je le répète, que cela ne soit pas la norme. Bonjour, cher ami Blaise Louis. Merci beaucoup d'être là. Merci pour vos commentaires. Merci, bonjour. Merci beaucoup. J'apprécie, j'apprécie. Cinquième condition, les amis, n'avoir pas encouru de condamnation définitive de 3 mois au moins de servitude pénale principale ou de travaux forcés, notamment en tant qu'auteur, co-auteur ou complice des détournements de deniers publics ou privés, abus de confiance, corruption, blanchiment d'argent, démission de chèques sans provision. Les amis, ce que cet article est en train de dire, sans être, vous n'avez pas besoin d'être un illuminé et un expert du droit pour comprendre que dans l'esprit de toutes ces lois, si tu as déjà piqué dans la caisse dans notre pays, tu es dehors, tu es out. Je ne sais pas combien de temps tu dois être gelé, je ne sais pas combien de temps il te faut pour revenir, mais c'est clair, c'est net, c'est précis. Si tu as déjà piqué dans les caisses de l'État, c'est dehors. On n'a pas le temps pour ça. C'est ça, noir sur blanc. T'as pas fait faillite, t'as pas été auteur, complice d'actes criminels, etc. 6. N'avoir pas été sanctionné pour prise illégale d'intérêt, délit d'initié, par exemple. Et pourtant, c'est ce qui se normalise chez nous. On est à la fois député, on est à la fois mandataire, on est à la fois président d'une ONG qui elle-même gagne les travaux publics, et ça n'émeut personne. N'avoir pas été reconnu comme responsable d'une faillite ou condamné pour banqueroute, n'avoir pas été revoqué de ses fonctions antérieures pour mauvaise gestion établie. Est-ce qu'on fait un background check? Comment se fait-il qu'on arrive toujours à se plaindre que non, tel a été nommé ici, et puis c'est seulement après nomination qu'il y en a qui sortent pour dire non, mais moi je le connais, il n'a rien foutu où il était avant, etc., etc. Pourquoi on s'émeut toujours a posteriori? Qui a le devoir de faire ce background check en amont pour s'assurer que l'on ne soit géré dans nos entreprises publiques que par des gens qui ont le pédigré, la légitimité et la compétence? Voilà. Et on ajoute ici d'ailleurs, et ça c'était un peu intéressant parce que ça concourt à une polémique que j'ai vue sur Twitter cette semaine. Ici est de préciser, et je cite, que dans ces conditions exceptionnelles, le gouvernement peut déroger à la condition relative à la nationalité congolaise. C'est-à-dire que le gouvernement peut exceptionnellement nommer quelqu'un qui n'est pas congolais. Ça, personnellement, je ne le savais pas. Je ne savais pas que c'était si clairement codifié dans nos lois. Le gouvernement peut exceptionnellement nommer des mandataires. Enfin, j'ai vu des mandataires qui étaient des blancs, nous tous on a vu, que ce soit la GECAMINE, que ce soit partout ailleurs, mais c'est vraiment, il n'y a pas de zone d'ombre là-dessus. C'est absolument légal. Le gouvernement peut décider de nommer un Français, un Belge, un Indien, un Italien, un Chinois à la tête d'une entreprise publique ou dans un conseil d'administration et motiver cette décision-là. Alors, pourquoi je me suis arrêté 1 minute sur ça, les amis? C'est parce que j'ai suivi une polémique que certains d'entre vous ont peut-être suivi aussi sur Twitter, principalement cette semaine. Alors, je vais juste regarder là. Alors, attendez un petit instant, je vais regarder. C'était. Alors, là, la polémique, c'était au sujet de M. Veringa, nommé au conseil d'administration de l'ANAPI. Évidemment que certains ont sursauté parce que, comme vous pouvez bien le voir, il est de peau blanche. Mais évidemment, une petite recherche permet de constater que non seulement il est né en République démocratique du Congo, mais il est de nationalité congolaise. Et donc, même s'il est blanc par la couleur de peau, d'après ce que je viens de lire, il est totalement éligible à ce poste. Et même s'il n'était pas congolais, apparemment, d'après ce que je viens de lire, il serait éligible si on a estimé, parce que apparemment c'est un homme d'affaires. Moi, je ne le connais pas.
Mais apparemment, c'est un homme d'affaires chevronné, c'est quelqu'un qui est né et qui a grandi au Congo, c'est quelqu'un qui est bien introduit dans le milieu des affaires. Et donc, quoi de plus normal qu'il soit au conseil d'administration de l'Agence nationale pour la promotion des investissements si on a trouvé qu'il le méritait. Moi, j'interprète seulement ce que je viens de voir et je dis, quand j'ai vu ça, je me suis rappelé qu'il y avait une polémique que j'avais trouvée assez futile dans les arguments qui étaient mis en avant, surtout sur Twitter, parce que des gens qui disaient, oh là là, un blanc à la tête de l'ANAPI ou un blanc dans le conseil d'administration de l'ANAPI, ben, il suffit juste de constater que la loi congolaise permet à des personnes qui ne sont, même celles qui ne seraient pas congolaises d'origine, quelle que soit la couleur de la peau, d'obtenir la nationalité. Et dès lors que, en ayant obtenu la nationalité, ils sont éligibles à certains postes, il faut qu'on s'y habitue aussi. Parce que nous aussi, même quand on va dans d'autres pays, ben, les lois, elles sont là, et elles sont faites, elles sont comme ça. Et dès lors qu'on rentre dans l'ordre des choses, eh ben, c'est pour ça que vous voyez un Congolais ou un Kenyan qui a la même couleur de peau que moi ou qui a une autre couleur de peau, qui se retrouve, je ne sais pas, responsable dans une très haute institution d'un pays à majorité blanc. Ben voilà, c'est comme ça. Il faut s'habituer, il faut juste comprendre. Moralité, les amis, y a-t-il de l'espoir? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cet état des choses? Pour libérer ces entreprises d'État, surtout celles à vocation commerciale, stratégique, compétitive, lucrative, de la confiscation des politiques. C'est ça qui est notre combat. C'est vers ça qu'on devrait être focalisé. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que tout est foutu dans ce pays? Hein? Parce que si tout est foutu, il faut nous dire, les amis. Moi, j'ai comme l'impression qu'on tourne en rond. J'ai comme l'impression que on tourne en rond. Parce que c'est les mêmes choses que l'on décrit, mais qui reviennent. Est-ce que c'est ceux qui décrivent qui sont complètement dans le faux? Où est-ce qu'on se perd, les amis? Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Hmm? Il faut jeter l'éponge. Il faut juste qu'on se concentre, qu'on aille faire autre chose. Est-ce qu'il faut que nous aussi, les jeunes de ma génération, on puisse souscrire à cette fameuse phrase? Vous connaissez la phrase? Ah, tote kakaka mboka ngoto, hein, toka bulambongo. Hmm? Hmm? Tukiuzisha hiki kimukini tukabule franga. Vous connaissez la phrase? Petite traduction pour ceux d'entre vous qui ne comprennent ni l'une ni l'autre de ces deux langues nationales que je viens d'employer. C'est une phrase qui veut dire vendons ce pays, partageons l'argent, et puis on se barre. Évidemment, phrase, bien sûr, d'une idiotie crasse et innommable, et à laquelle je ne m'identifierai jamais, mais alors au grand jamais. Mais après le choc d'une telle démission, après le choc d'un tel abandon de responsabilité que certains de nos compatriotes véhiculent en prononçant de telles phrases, il n'est quand même pas interdit, les amis, de s'arrêter un moment et de se questionner sur pourquoi ces jeunes Congolais en arrivent à des phrases et à des actes aussi désespérés. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. C'était mon parti pris sur cette matière, c'était ma lecture du jour sur cette nomination, sur le tollé général que cela a causé dans mon pays. J'aimerais bien vous entendre. Parlez-moi sur mes réseaux, LinkedIn, Facebook, YouTube. Parlez-moi et sur le numéro WhatsApp qui apparaît à votre écran. Faites-moi un voice. J'aimerais vous entendre. Lançons le débat. Parlons-en. Édifions-nous mutuellement. Commentez, partagez. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux pour continuer la discussion et pour ensemble éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. À bientôt pour d'autres discussions et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Chap chap.